Il est 8h30 à Jérusalem, 7h30 à Paris, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce mercredi matin. Et ce matin, nous commencerons cette revue de la presse par le Maariv, qui indique que le conseiller juridique du gouvernement, le docteur Avichai Mendelblit, a recommandé d'invalider la candidature du docteur Michael Ben-Ari du parti Otzma Yehudit, en raison de ce qu'il a appelé les propos incitateurs et racistes de Ben-Ari contre les Arabes. Mais par contre, il ne voit pas d'objection à valider la candidature du second candidat d'Otzma Yehudit, l'avocat Itamar Ben-Gvir. Réaction du parti Otzma. Il s'agit là de pure hypocrisie. Le conseiller juridique ne voit pas d'objection à valider la candidature des députés arabes du parti Balad, qui ne cesse d'inciter contre l'État d'Israël, mais il s'en prend au parti, à notre parti de manière injuste, affirme-t-on au sein donc de Otzma Yehudit. Les quotidiens israéliens reprennent ce matin plus ou moins en évidence les révélations faites hier soir par la chaîne de télévision 12 et par son correspondant en politique, Amit Segal. Il s'agit des enregistrements d'un interrogatoire de l'ancien chef d'état-major de Tsahal, le général Gabi Ashkenazi, dans le cadre de l'affaire du document Erpad, une affaire qui avait à l'époque défrayé la chronique aux alentours de 2010 et qui faisait état d'un complot visant à empêcher la nomination de Yoav Gallant, actuellement au Likoud, au poste de ministre, au poste de chef d'état-major de l'armée israélienne. Durant cet interrogatoire, Gadi Ashkenazi, qui était alors chef d'état-major, se targuait d'entretenir des relations étroites avec le patron du Yediot Aharonot, Noni Moses, qui est incriminé, vous le savez, dans le dossier 2000 de Binyamin Netanyahou. Par ailleurs, Ashkenazi exprime lors de ses entretiens le peu d'estime qu'il porte à celui qui lui succédera finalement à la tête de Tsahal, un certain général Benny Gantz, et il le traite tout simplement d'âne, de Hamor. Il pense qu'il a une chance de me succéder. Cet âne, affirme Ashkenazi, qui est aujourd'hui, eh bien oui, le numéro 4 de la même liste, de la liste électorale de Benny Gantz. Le Israël Hayom, lui, consacre ce matin sa manchette aux véritables positions des chefs de file de bleu-blanc, et il affirme que contrairement à la plateforme politique très neutre que le parti centriste a publiée il y a quelques jours, eh bien, certains de ses leaders ont déjà, dans un passé récent, tenu des propos plus nettement à gauche en faveur par exemple, de deux États pour deux peuples, et c'est le Israël Hayom qui insiste donc sur cette orientation. Ce n'est pas surprenant en tant que tel, dans la mesure où Israël Hayom est considéré comme un journal proche du pouvoir actuel. Hier soir, la chaîne 12, on y revient, a publié un sondage réactualisé qui tient compte des derniers développements, et ce sondage souligne que le parti bleu-blanc demeure puissant en tête des suffrages avec 36 mandats, alors que le Likoud, lui, se renforce en dépit de l'acte d'accusation contre Binyamin Netanyahou et obtient 31 mandats. Mais Amit Segal met le doigt sur la véritable problématique qui existe pour Binyamin Netanyahou. Si le Likoud devait rivaliser avec Bleu-Blanc au niveau du nombre des mandats, eh bien, il risquerait d'affaiblir d'autres formations de la droite israélienne qui alors ne passeraient pas le seuil d'éligibilité. Ce sondage permet d'établir par exemple que le parti Israël Beitenou d'Avigdor Lieberman ne devrait pas passer ce seuil d'éligibilité, tandis que le parti Chasse risque de se retrouver à la limite. Quant au bloc, eh bien, selon ce sondage, c'est le bloc de centre-gauche qui l'emporte d'une courte tête avec 61 députés face à 59 pour le bloc de de droite avec les partis orthodoxes. À l'occasion de la journée internationale de la femme, le Yediot Aharonot prend ce matin un peu de recul sur l'actualité électorale brûlante et il consacre sa une à la force féminine dans la prochaine Knesset. Le journal a en effet réuni une dizaine de femmes qui seront députées, certainement, dans la prochaine Knesset, comme Stav Shafir, qui est première femme dans la liste travailliste, ou Miki Haïmovitch, première femme dans la liste bleu et blanc de Benny Gantz. C'est celle-ci explique comment elles ont l'intention d'influer sur les débats parlementaires. Et dans un même encadré consacré aux femmes, le Yediot Aharonot a ouvert ce matin ses colonnes, à l'une des femmes israéliennes les plus célèbres. Il s'agit de Myriam Peretz, qui, on le sait, a perdu deux enfants au combat et qui est un modèle d'espoir, d'optimisme et de résilience. Il faut souligner que le Yediot Aharonot consacre également plusieurs pages de son édition de ce matin aux femmes influentes dans la société israélienne. Cela va de Neta, la célèbre lauréate de l'Eurovision de l'année dernière, jusqu'à la présidente de la Cour suprême, Esther Chayut. Restons dans le Yediot Aharonot, qui révèle également que le député du foyer juif Betzalel Smotrich serait en train de préparer pour la prochaine Knesset un projet de loi visant à rendre extrêmement difficile la mise en examen d'un premier ministre israélien en exercice.
Le Israël Hayom et le Yediot Aharonot ensemble se préoccupent de la situation sur le mont du Temple. Le Waqf ne cesse d'augmenter la pression dans la région de la Porte de la Miséricorde sur le mont du Temple, en particulier en perspective des prières de vendredi prochain. Hier soir, le conseil du Waqf, qui est responsable des lieux saints musulmans à Jérusalem, a décidé que ce site, qui a été pris d'assaut il y a 3 semaines par des fidèles musulmans, ne sera pas évacué et que sous peu, des travaux d'aménagement y seront effectués afin d'en faire une 5e mosquée et lieu de prière musulman sur l'esplanade du mont du Temple. Les responsables du Waqf ont l'intention de tenir tête aux autorités israéliennes, comme ils l'ont fait en juillet 2017 lors de la crise des portiques électriques qui avait suivi l'attentat, vous vous en souvenez certainement, contre 2 gardes frontières israéliens qui avaient été tués sur le mont du Temple. C'était le 14 juillet de la même année. Et dans le Israël Hayom de ce matin, Nadav Shragai affirme que si Israël ne prend pas dans l'immédiat des mesures très fermes pour empêcher cette politique du fait accompli, eh bien, il risque de le regretter amèrement par la suite. Le Haaretz, lui, préfère se focaliser ce matin sur la tension dans la bande de Gaza avec la multiplication d'envois de ballons incendiaires palestiniens en direction du territoire israélien. Le journal indique qu'une délégation égyptienne est à Gaza pour tenter de stabiliser la situation qui est, on peut le dire dans tous les sens du terme, explosive. Le Yediot Aharonot se fait l'écho de propos tenus par le commandant de la brigade des blindés de Tsahal, brigade 7 de Tsahal, le colonel Roman Gomfman, après que l'un des équipages d'un tank ne soit pas allé au combat en janvier dernier lors d'une confrontation avec des terroristes palestiniens. Un soldat combattant doit savoir qu'il doit aller au combat et aspirer à la confrontation avec courage, a affirmé ce colonel, donc chef de la brigade blindée 7. C'est ce que j'attends de mes soldats, a-t-il déclaré. Le Israël Hayom se fait ce matin l'écho de la colère provoquée lors du carnaval de la ville belge d'Alst par un char montrant, vous l'avez probablement vu sur internet, des juifs orthodoxes portant le Streimel et des péotes en habits roses et assis sur des sacs d'argent. Le char de ce carnaval provocateur a été remarqué. Le film de son passage dans le défilé a été très vite devenu viral sur internet. Le président des organisations juives d'Europe, le Rav Menachem Margolin, a déposé une plainte officielle contre les organisateurs de ce carnaval qui se tient, il faut le rappeler, sous les auspices de l'UNESCO. En marge, le Haaretz, sous la plume d'Ofer Aderet, revient sur la décision du Vatican d'ouvrir au public ses archives durant la Seconde Guerre mondiale. Peut-être que nous allons enfin savoir où était Pie XII durant la Shoah, écrit ce matin Ofer Aderet dans le Haaretz. Et puis nous terminerons cette revue de la presse et des médias israéliens avec une photo que l'on peut qualifier de photo record. Il s'agit de la photo israélienne qui a été prise à la plus grande distance de la Terre, puisqu'il s'agit d'un selfie pris par la sonde spatiale Bereshit, qui est en route, vous le savez, vers la Lune. Sur ce cliché, on voit la Terre et également le message envoyé sur la sonde, un drapeau d'Israël avec l'inscription « Am Israël Chai ». Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce mercredi matin. Nous marquons une pause avant de poursuivre nos programmes.